Bonjour à tous. Bon, je vous propose de commencer par respect pour les participants qui sont déjà connectés. On aura encore, Mélanie va gérer les nouveaux arrivants pendant le début de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. C'est un webinaire qui sort un petit peu de nos classiques techniques habituels. On est parti en fait du postulat du vieillissement de la population et de départs en retraite qui sont de plus en plus nombreux, on le constate au niveau de Mobiliance. C'est une tendance de fond avec le vieillissement de la population. Et donc, les effets sur les acteurs de la branche sont les mêmes que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Et à cela peut s'ajouter la pression toute particulière de l'Île-de-France en termes de foncier et en termes d'immobilier. Et donc, ces deux points réunis font que retraite, cession et transmission sont parfois liés. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer de plusieurs acteurs aujourd'hui qui sont susceptibles de vous accompagner dans ces démarches qui sont à la fois professionnelles, mais aussi relèvent du futur personnel. Et donc, je remercie à ce titre nos partenaires pour l'occasion que sont Exco, l'AG2R, IRP Auto et Maître Carcel, notaire de profession. Nous avons à peu près 1 heure pour répondre à vos différentes interrogations pour que ce soit le plus précis possible dans les réponses à vous apporter. Nous avions mis en place un petit formulaire de manière à pouvoir leur communiquer vos interrogations et le permettre d'aller tout de suite dans le fond du sujet. Et donc, sans attendre plus longtemps, je laisse la parole et je vais leur laisser le soin de se présenter. Mais tout d'abord, je crois que c'est Exco qui ouvre ce webinaire. Et donc, je vous remercie à nouveau toutes et tous pour votre présence. Bonjour à tous. Je suis le représentant d'Exco, je suis Alexandre Pragana et je vais vous partager mon support. Voilà. Donc, l'idée, c'est de répondre à cette question liée à la cession, transmission et départ à la retraite. Comment bien préparer ces étapes? Donc déjà, je me permets de présenter le réseau Exco. Donc le réseau Exco, c'est d'abord un cabinet d'expertise comptable, un réseau de cabinets d'expertise comptable indépendants. Donc on est réparti sur toute la France, on est plus de 2500 collaborateurs et on est partenaire de Mobiliance de longue date. Je vous ai aussi listé quelques-uns des acteurs avec lesquels on peut travailler dans le secteur de l'automobile au sens large. Donc, au-delà des missions d'expertise comptable, on a développé un accompagnement spécifique pour le secteur de l'automobile, puisqu'on s'est doté d'une commission automobile répartie en 5 régions. Et du coup, pour ma part, je suis le responsable de la région Île-de-France Nord-Est, de la partie en jaune là. Juste pour vous dire aussi, on accompagne régulièrement les dirigeants qui souhaitent donc passer le relais dans notamment l'étape de valorisation de leur affaire. Et pour vous donner une échelle, on a valorisé sur les 24 derniers mois 25 affaires notamment de garage automobile. Donc ça, c'était pour la présentation. Donc la petite intro, si vous êtes connecté à ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous êtes a priori dirigeant et que vous vous interrogez sur le passage de relais, comme on peut dire, donc soit départ à la retraite à court ou moyen terme, soit reconversion, puisqu'en fait on a une tendance de plus en plus importante à la reconversion et on se retrouve à accompagner des dirigeants qui cèdent leur affaire alors qu'ils ne sont pas dans une situation de départ à la retraite. Mais en tout cas, il y a les deux cas de figure qui se présentent. Donc là, on a j'ai listé quelques questions qui peuvent être les vôtres aujourd'hui. Quel est le délai pour vendre mon affaire? Bon, je vous laisse les consulter, mais on va essayer d'en répondre à un maximum pour que vous puissiez déjà avoir quelques idées, quelques pistes de réflexion. Alors, la première étape pour se préparer
je veux dire, à la cession de votre affaire, c'est de justement anticiper en s'y préparant. Donc, pourquoi, quand, comment? Ça va être un peu mon fil rouge. Le sujet, c'est anticiper. Pourquoi, quand, comment? Pourquoi? Parce que déjà, c'est une décision qui nécessite une réflexion importante. On ne prend pas cette décision plusieurs fois dans sa vie. Et on ne décide pas à moitié de céder son affaire. On ne décide pas à 80% je suis pour et à 20% je ne suis pas complètement certain que ça soit le bon moment, tout ça. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, on doit prendre le temps de décider fermement qu'on va céder son affaire ou prendre sa retraite. Et dans ce cas-là, on prendra les mesures qui permettront le succès de cette opération. Donc ces mesures-là, elles sont, comment dire, elles doivent être prises. C'est pas qu'il n'y a pas de non-retour, on peut changer d'avis, mais je veux dire, on ne peut pas prendre des décisions à moitié dans ces aspects-là. Mais du coup, il faut juste prendre le temps de réfléchir à cette étape. Quand? Quand? La réponse, c'est 3 à 5 ans avant la date à laquelle on souhaite arrêter définitivement. Pour plusieurs raisons. Déjà, des mesures fiscales ne pourront pas s'appliquer si on s'y prend à la dernière minute. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer à côté d'optimisation fiscale, sociale et aussi au regard de donations. Et aussi, simplement, parce que le repreneur, il va regarder les 3 dernières années au minimum de votre exploitation. Donc, du coup, l'idée, c'est de s'y préparer et de préparer son affaire dans les années qui vont être étudiées par un éventuel repreneur. Comment? Eh bien, c'est simple, en fait, comme quand on prépare la mariée avant les festivités, on va aller préparer son affaire à cette étape de cession dans l'atelier, enfin, je veux dire, dans l'outil d'exploitation, à l'intérieur et à l'extérieur, et dans les papiers, donc la compta et les aspects plus juridiques. Pour cette étape-là, qu'on va rencontrer sûrement qu'une fois dans sa carrière, le plus simple quand même, c'est d'être accompagné. Enfin, je veux dire, on va vous recommander grandement d'être accompagné. Soit votre expert comptable peut vous accompagner sur ces aspects parce qu'il a de l'expérience. C'est quand même important de s'en assurer, de lui poser clairement la question pour voir si l'expérience qu'il peut avoir concerne le même secteur d'activité, ou alors d'aller se rapprocher d'un cabinet qui pourra être compétent pour vous accompagner sur ces aspects-là. Et bien sûr, de votre notaire s'il y a lieu. Donc, la première étape, c'est anticiper. La deuxième première étape, c'est de réaliser une valorisation professionnelle. En fait, il faut savoir combien vaut votre affaire. Pour projeter quels sont vos projets, lesquels de vos projets vous pourrez réaliser ou pas, et quels seront vos moyens pour réaliser ces projets. Toutes ces réponses, enfin, je veux dire, on va pouvoir répondre à partir du moment où vous savez combien vaut votre affaire. Alors, certains vont avoir envie d'aller chercher une fourchette grossière d'un pourcentage du chiffre d'affaires de la dernière année. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Bon, bien sûr, il existe plusieurs méthodes hein, de valorisation et chacun vous dira que c'est la sienne qui est la meilleure. Le fait est qu'il faut avoir un rapport de valorisation professionnelle pour pouvoir avoir la vraie valeur de son affaire. Et pas juste une fourchette ou une approche globale. Notre méthode, elle a été réalisée avec le concours de Mobigan justement, et elle est chaque année régulièrement mise en place. Donc on peut penser qu'elle tient la route puisqu'on a eu de nombreux cas de figure à s'en justifier et à la présenter. Au-delà de ça, pourquoi je vous disais que ce n'est pas une bonne idée de partir avec un multiple du chiffre d'affaires de la dernière année? Parce que déjà, c'est pas suffisant, c'est pas précis. Et puis à partir du moment où on doit parler prix dans les aspects de négociation, il faut qu'on puisse mettre en avant des arguments qui nous ont aidés à définir cette valeur. Quand on part de l'existant, c'est-à-dire que de l'exploitation existante, on va avoir une approche qui est biaisée parce que l'exploitation en place, elle est réalisée par le dirigeant en place. Et du coup,
bah, elle intègre les choix du dirigeant en place, la stratégie qu'il a souhaité développer, et puis les peut-être positions un peu, on va dire, discutables qu'il a intégrées dans son affaire. Donc, nous, ce qu'on va préconiser dans la réalisation d'une valorisation, c'est de partir sur un compte de résultats normatif, c'est-à-dire qu'on va identifier tout ce qui a trait aux dirigeants en place, qui sont spécifiques à ses choix à lui, et les corriger pour faire ressortir l'exploitation et les indicateurs de l'exploitation dans une exploitation normative, c'est-à-dire neutre. C'est-à-dire que n'importe quel dirigeant à votre place, il aurait des indicateurs qui sont neutres, puisqu'on a corrigé ceux qui étaient liés aux dirigeants qui étaient déjà là. Je vous donne quelques exemples. Euh, Souvent, les dirigeants, ça c'est des métiers de passionnés, hein, quand même, tous ces métiers attraits à l'automobile. Et il n'est pas rare de voir un des dirigeants qui est passionné de rallye, par exemple, fan de rallye. Et du coup, dans son activité, il va passer des dépenses qui sont liées à sa passion. Donc des meetings, enfin, des interventions, des rallyes, des réparations, hein, de son véhicule parce que il a son propre véhicule de course. Donc ces dépenses, elles doivent être retraitées. Ça, donc du coup, le fait de retraiter ces dépenses, ça viendra augmenter la valeur de votre affaire, puisque la valeur dépendra de la rentabilité. Exemple dans l'autre sens, on est dans une carrosserie et sur la dernière année, donc en novembre-décembre, on a eu un événement climatique sur la zone qui a grêlé deux parcs de vendeurs de véhicules d'occasion dans votre ville. Là, du coup, vous avez l'année dernière eu une grosse activité exceptionnelle qui n'est pas donc une activité sur un cycle normal d'exploitation. Et ben, ce surplus de chiffre d'affaires exceptionnel doit être traité pour pas fausser les chiffres de l'exploitation. Alors, certains pourraient me dire, bah non, ben justement, c'est bien, en plus, c'est tombé la dernière année. La dernière année, elle va avoir plus d'importance dans le calcul de la valorisation. Donc, c'est tant mieux pour moi. Bah, oui et non, ou plutôt non. Parce que celui qui s'intéresse vraiment à reprendre votre affaire, au-delà de la valeur qu'on va lui donner, il va vous les demander quand même les derniers bilans. Et il va bien voir cette explosion du chiffre d'affaires sur la dernière année. Il va vous poser la question. Et s'il a la réponse, euh, bah, je veux dire, s'il obtient ses réponses ou pas, mais qui finalement il arrive à connaître la vérité alors que les négociations sont déjà engagées, bah, ça peut créer une tension et ça peut un petit peu sûrement nuire d'ailleurs à l'aboutissement du process, ou en tout cas, ça peut le confronter à aller regarder dans tous les coins, à vous poser toutes les questions. Du coup, c'est pas super, c'est pas de bon augure pour les discussions d'après. Donc, la valorisation doit être réalisée sur une exploitation dite normative qui corrige les aspects exceptionnels et les choix du dirigeant d'avant. Euh, autre chose aussi, la valorisation ne fixe pas le prix de votre affaire. C'est une étape de valorisation qui doit reposer sur une méthode qu'on peut développer et présenter, mais ce n'est pas le prix définitif. Le prix, il peut changer du fait d'un effet de rareté, par exemple, de ce que vous vendez, d'un potentiel qui peut être expliqué, d'un potentiel de votre affaire qui n'a, par exemple, qui se présente lors du moment où vous souhaitez vendre votre affaire, ou le prix peut aussi varier du fait d'une légère réduction que vous souhaiteriez appliquer, puisque du coup, vous souhaitez vendre votre affaire à un proche, à un membre de votre famille. Pourquoi c'est important d'avoir une valorisation dans ce cas-là? C'est que si on fait un prix d'amis sur la cession de enfin, sur le prix de son affaire, ben, l'idée c'est quand même que la personne qui reçoit ce cadeau ait la valeur du cadeau qu'elle reçoit. Ça peut aussi servir si vous avez, enfin, si, par exemple si c'est pour votre enfant et que vous avez plusieurs enfants, ben, du coup à identifier la taille du cadeau que vous avez fait à l'un de vos enfants pour ajuster le tir avec les autres. Donc ça, c'est l'étape valorisation professionnelle. C'est la première étape. Donc il y a deux étapes. Il faut anticiper et il faut commencer par faire une valorisation. Après, cet exercice de valorisation, il vous fournit une opportunité, c'est d'aller réaliser un diagnostic global de votre affaire et de votre situation personnelle. Parce que le fait de faire cette valorisation, en fait, va nécessiter
de collecter certains documents, de faire le point sur les comptes annuels, de se rapprocher de votre expert comptable, donc, ou si c'est votre expert comptable qui le fait. Du coup, c'est une opportunité pour faire un point et projeter votre projet. Donc, vraiment, il faut prendre le temps de faire le point d'un diagnostic plus large, plus global, pour savoir, à ce moment-là, une fois qu'on a une valorisation arrêtée, est-ce que c'est plus intéressant pour moi de vendre mon fonds de commerce ou de vendre les parts de ma société? Donc ça va nécessiter de faire des simulations et des calculs. C'est aussi le moment de s'intéresser au sujet de pollution des sols. Dans certaines activités, il y a des diagnostics de pollution des sols qui doivent être réalisés en amont. C'est dans ces étapes-là qu'on s'intéresse à toutes ces études qui nécessitent parfois un peu de temps. Et le fait d'avoir notamment un diagnostic des sols avant les démarches de cession de son affaire, bah, ça permet d'être vraiment prêt à répondre aux éventuelles questions d'un repreneur. Alors, après, comment bien vendre son affaire le moment venu? Je répète mon fil rouge, en anticipant, en s'y préparant 3 à 5 ans à l'avance. Et je vais vous développer pourquoi. Alors, pourquoi 3 à 5 ans? Déjà, 3 ans, c'est le minimum du minimum. Alors, pour ceux qui sont en phase qui sont présents, qui sont connectés et qui souhaitent vendre leur affaire dans un délai inférieur à 3 ans, c'est jamais trop tard. Si vous êtes déjà connecté, ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous y préparer et c'est déjà positif que vous vous posiez les questions maintenant. Et je ne voulais pas partir sur un point négatif. Mais vraiment, si on s'y part au minimum, on s'y prépare au minimum 3 ans en avance, ça vous laisse des délais confortables pour préparer la compta, préparer votre affaire et préparer la structure juridique de l'entreprise. Préparer la compta, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, votre affaire, elle va être valorisée. Là, elle va être valorisée à partir d'éléments chiffrés qui sont issus de la compta. Donc en fait, c'est pas le moment de se relâcher et de, comment dire, passer sur un rythme plus cool parce qu'on a l'intention bientôt de s'arrêter et du coup de se priver des derniers fruits potentiels de l'affaire que vous avez développée pendant plus de 20 ans. Parce que c'est sur les 3 dernières années qu'on va fixer la valeur de l'affaire. Donc si vous levez le pied sur les 3 dernières années, ben, indirectement, vous vous tirez un peu une balle dans le pied puisque vous ne pourrez pas justifier que cette affaire, elle est capable de faire beaucoup plus comme vous l'avez fait il y a 10 ans, mais que sur les 3 dernières années, comme vous avez baissé les bras, enfin, pas baissé les bras, pardon, vous avez levé le pied, et ben, du coup, on va s'intéresser aux 3 derniers comptes de résultats de votre affaire. Donc vraiment, il faut faire en sorte que votre entreprise soit la plus rentable que possible sur les 3 dernières années. Et c'est aussi le moment de faire un peu de nettoyage dans la compta pour présenter des comptes propres. C'est là qu'on va aller s'intéresser au nettoyage des dettes antérieures, au recouvrement des créances clients qui sont trop étalées dans le temps. On prendra aussi le temps de nettoyer le stock. Et pourquoi faire tout ça? Simplement, le fait de le faire en amont, sur les 3 derniers bilans, ça permet juste de réduire les questions d'un éventuel acquéreur qui va aller regarder dans les comptes et dans les coins et vous poser les questions des quelques comptes qui pourraient attirer son attention. Le fait d'avoir fait le nettoyage, du coup, ça focalise les discussions sur l'affaire en elle-même et pas sur les positions que vous avez pu prendre ou les quelques corrections qu'il conviendrait de faire dans la compta. Si vous le faites en amont, c'est plus simple. Ça simplifie les échanges. Préparez votre affaire. Là, je parle de votre outil de production. Donc, si on parle d'un garage automobile, eh ben, on peut s'habituer à voir son affaire dans l'état actuel parce que vous savez, vous connaissez l'historique de votre affaire, vous savez pourquoi ça c'est là, vous savez pourquoi ça c'est cassé, vous savez pourquoi vous ne l'avez pas encore réparé, parce que vous voulez le faire le lendemain. Bon, c'est maintenant qu'il faut préparer votre affaire. C'est pour ça que je vous disais au début, il faut prendre la décision à 100%. Vous passez dans cette phase de cédant en puissance. Et donc, du coup, vous allez tout mettre en œuvre
pour préparer et rendre le plus attractif possible, enfin, mettre vraiment en avant tous les atouts de votre affaire. Donc, du coup, on peut comprendre que c'est le moment maintenant de changer les drapeaux qui sont déchirés. C'est le moment de mettre un coup de peinture dans le vestiaire qui est en plein milieu de l'affaire et qui date de 14-18, parce que c'est pas par ça qu'on commence quand on veut développer son affaire. Et puis, une fois que l'affaire est lancée, eh ben, on se dit c'est pas très important, c'est pas très grave, de toute façon, ça joue sur rien. Mais quand on vend son affaire, eh ben, ça renvoie un message que bah, du coup, l'affaire n'est pas super bien entretenue. Notamment, il y a des coins où vraiment ça date et le dirigeant n'a pas fait l'effort et tout ça. Donc, ça va créer des discussions, ça va polluer les discussions de négociation et on va vouloir discuter du prix sur les coûts de remise en état qui vont devoir être faits. Donc, il y a des petites actions à moindre coût, à moindre temps, qui peuvent être faites en amont et qui doivent être faites avant les étapes et les process de session. C'est aussi le moment de reboucher les trous dans le parking. Tout ça, ça renvoie une image comme quoi l'affaire est correctement entretenue. À l'inverse d'une affaire qui est pas bien entretenue. Et c'est aussi le moment de préparer la structure juridique de votre entreprise. Donc, est-ce que la forme juridique actuelle de votre affaire est celle qui est la plus optimisée pour céder? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en entreprise individuelle, en SARL, en SAS? Et ça, vous le savez, une fois que vous avez fait ce diagnostic un peu global de je vais vendre ça, ça vaut ça, et après, je souhaite faire ça. Cette étape de réflexion sur qu'est-ce que je fais après, elle est aussi très importante puisque en fonction de votre souhait, vous préparez votre situation actuelle pour réaliser votre souhait. Si vous avez un second projet professionnel derrière, on ne retiendra pas les mêmes options. C'est le moment aussi de s'intéresser aux associés qui sont présents dans la structure. Est-ce qu'ils sont tous d'accord pour arrêter l'activité? Est-ce que voilà, il faut que tout le monde, tous les associés doivent être alignés sur le cap. C'est aussi le moment de faire un point sur qui détient le fonds de commerce. C'est là qu'on désamorce les sujets de location-gérance qui sont historiques et qui n'ont jamais été traités. Pareil, si vous êtes propriétaire des murs et souvent comme dans cette phase de cession-transmission, on a pu avoir l'occasion de devenir propriétaire des murs en direct ou via une SCI. Bah, du coup, c'est le moment de s'interroger sur son souhait de ou céder l'ensemble de l'exploitation et des murs, ou alors faire une réflexion qui a trait cette fois à votre stratégie retraite, conserver les murs de la SCI par exemple, avec la SCI, ou pas. Donc ça me fait une petite transition. Je n'ai pas vu combien on était dans le timing, mais ça me fait une belle transition pour passer la main à Maître Carcel, qui pourra, j'avais oublié un slide, qui pourra développer ces aspects-là de son côté. Merci Alexandre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole avant qu'on passe à Maître Carcel. Bon, bah, pas de questions. Je laisse Maître Carcel présenter. Parfait, bonjour à tous. Donc, Frédéric Carcel, je suis notaire dans le sud de l'Aisne, à une petite heure de Paris, pas loin de la région parisienne. Et je vais essayer de vous partager également mon fichier de présentation, sauf que j'ai un petit souci technique puisqu'il est grisé cette fois et ne me propose plus de le partager, contrairement à tout à l'heure. Est-ce- On va y voilà, arriver. c'est bon. Alors, donc, pareil, comme M. Fragana, on va faire une petite présentation rapide. Je vous laisse passer le slide également. Donc, nous sommes notaires, comme je disais, dans le sud de l'Aisne, à Château-Thierry. Vous pouvez y aller. Nous avons actuellement donc 2 offices, une trentaine de salariés, et nous sommes un office qui est spécialisé dans différents domaines. Vous pouvez y aller également.
Et en l'occurrence, voilà, nous sommes 4 notaires. En ce qui me concerne, vous me voyez à gauche, je suis spécialisé en conseil en organisation et en gestion de patrimoine et également en droit des sociétés, droit de l'entreprise et droit des affaires en général. Donc tout ce qui est cession d'entreprise, c'est plutôt mon domaine à moi, et sachant qu'on a d'autres notaires spécialistes sur d'autres domaines qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Je vous laisse passer également. Donc, bon, voilà les différents secteurs que nous pouvons avoir. Je vous laisse passer, ce n'est pas l'objet principal. Alors, il y a plusieurs questions qui vont se poser effectivement quand on va faire une session d'entreprise. Là, l'objet de mon intervention n'est pas en fait de donner tous les tenants, les aboutissants, ce n'est pas également d'être trop technique, c'est plutôt, comme M. Pragana l'a fait, de vous alerter sur différents points, et de la même manière, moi je vais utiliser le terme qu'on voit à la fin de ce slide, anticipation, c'est-à-dire véritablement préparer à l'avance, se poser les bonnes questions, et puis se dire que, comme disait M. Pragana, céder une entreprise, ça se fait en préparant plusieurs années à l'avance. Il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir également le bon cadre juridique. Et puis, il faut se dire que quand on cède son entreprise, on pense à soi, mais il faut penser aussi à celui qui va reprendre, que ce soit une reprise lors d'une donation, mais également quand on veut céder à un tiers, puisqu'il faut, comme l'a fait remarquer M. Progana tout à l'heure, se mettre aussi à la place du tiers, c'est-à-dire que, comme il l'indiquait, eh bien, le tiers va lire le bilan, va regarder ce qui se passe dans votre entreprise. Eh bien, c'est pareil au niveau juridique, il va y avoir des questions à se poser. Donc, tout d'abord, à qui cède-t-on ou transmet-on? Donc, à un tiers, à un salarié également, à un membre de la famille. On va développer différents points. Le premier point qui va être développé, ça va être la cession à titre onéreux, c'est-à-dire tout simplement la vente. On verra les différents aspects. La deuxième possibilité, ça va être ce qu'on appelle la cession à titre gratuit. La cession à titre gratuit, on l'envisage plus souvent comme une donation, c'est-à-dire qu'on va transmettre, la plupart du temps, ça peut être à des enfants ou autres. Mais la cession à titre gratuit, malheureusement, on verra que ça peut être aussi un autre cas qui est une cession qui est subie le décès. Et puis très rapidement, j'évoquerai, comme l'a fait M. Pragana aussi, la question de l'immobilier d'entreprise, parce que céder son entreprise, souvent il y a de l'immobilier qui va avec, c'est assez utile pour pouvoir exercer, soit on est en location, soit on est propriétaire, qu'est-ce qu'on fait? Et puis quelques petits points de danger, points de vigilance. Alors, cession à titre onéreux. En réalité, on peut céder la plupart du temps deux choses. Soit, si on est en société, on peut se dire qu'on va céder son fonds de commerce. C'est le réflexe habituel. Mais on peut dire aussi qu'on va céder sa société. Et c'est pas du tout la même chose en fin de compte. Il y a des conséquences. Il va y avoir des conséquences qui peuvent être fiscales, mais il y a également des conséquences vis-à-vis d'un repreneur qui va se dire je cède. Je reprends en fait un fonds de commerce, donc ça tombe bien parce que je vais reprendre la clientèle, je vais reprendre le droit au bail, je vais reprendre le matériel, tout me va bien, mais surtout je ne vais pas reprendre forcément toutes les dettes que la société elle peut avoir. Et ça peut changer beaucoup de choses. Sauf que vous, ça peut vous arranger éventuellement de céder parfois un fonds de commerce, parfois votre société. On ne va pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est de vous alerter en vous disant que ça aussi, ça se prépare, et qu'il est important d'aller voir idéalement votre expert comptable sur ce point, mais également votre notaire, parce que là, on est totalement complémentaires sur ces deux aspects, pour savoir ce qu'il y a de mieux en fait entre céder le fonds de commerce ou céder la société. Quand la décision est prise de faire la cession, comment ça se passe? Eh bien, il va y avoir toute cette phase préalable qui a été indiquée, exposée, développée par M. Pragana préalablement, qui va être la phase où on va valoriser, où on va chercher à mettre en avant son fonds, et puis où on va ensuite chercher un repreneur, ou on l'a déjà, si c'est une cession à titre gratuit par exemple, si c'est un salarié, et on va rentrer dans des phases de négociation. Donc, phase de négociation, effectivement, ça a été dit, différence entre la valeur d'une entreprise et le prix de vente, puisque là, il y a la phase de négociation qui intervient. Et une fois que les accords vont être scellés, c'est là qu'on va pouvoir justement signer un compromis de cession, donc compromis de cession de fonds de commerce ou de cession de parts ou d'actions de société. Donc c'est là que les professionnels interviennent. Alors, il faut être vigilant aussi sur ce point, parce que quand vous cédez,
la loi impose d'avoir beaucoup d'éléments pour signer non pas la cession, mais déjà le compromis. Donc, là encore, ça nécessite d'avoir une préparation. Préparation de s'être renseigné en amont, d'être venu voir le professionnel pour anticiper, lui demander tous les éléments qui vont être obligatoires pour pouvoir préparer au mieux et surtout le plus rapidement possible la cession. Parce que comme tout cédant, à partir du moment où vous avez trouvé votre acquéreur, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est vite signer un compromis pour être sûr qu'il ne va pas partir ailleurs. Mais signer un compromis sans éléments obligatoires imposés par la loi, ce n'est pas possible. Donc si vous anticipez, ça va très vite à signer. Si vous n'anticipez pas, des fois ça prend un mois et demi de perdu. Une fois que vous avez signé votre compromis de vente, la question suivante, ça va être dans quel délai? Alors dans quel délai? Il y a les délais qui vous arrangent et puis il y a les délais légaux également. Pourquoi je dis les délais qui vous arrangent? Eh bien parce que il y a des fois, on en a peut-être un petit peu trop anticipé en réalité pour différentes raisons. J'en ai beaucoup qui me viennent en tête. Eh bien, on va préférer attendre quelques mois avant que la cession soit effective. Des fois, c'est le repreneur qui va vouloir attendre parce qu'il a besoin de se préparer. Des fois, c'est vous, pour différentes raisons également. Donc ça, c'est des accords. Tout ça, dès lors que vous êtes d'accord, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il y a les délais légaux, c'est-à-dire des délais minimums pour pouvoir faire une cession. Il y a quelques éléments obligatoires. Ça va relativement vite parce que, comme je vous disais, pour signer un compromis, il y a beaucoup d'éléments obligatoires. Mais une fois que le compromis est signé, il n'y a plus grand-chose qu'il faut avoir après. Et en général, sous un délai qui varie selon les cas encore, il y a différents cas de figure, entre 1 mois et 2 mois et demi à 3 mois, tout peut être signé, des fois même plus rapidement que ça. Maintenant, la grosse question, ça va être le financement de votre repreneur, bien évidemment, puisque la plupart du temps, le repreneur a besoin d'avoir recours à un crédit bancaire. Et là, ça prend encore du temps. D'autant plus que votre repreneur va certainement vouloir constituer une société, une structure pour faire le rachat. Là également, ça prend du temps. Si malheureusement votre repreneur n'a pas anticipé, on rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, le terme anticipation, eh bien la création de cette structure va aussi faire perdre du temps. Donc, à nouveau, dès que vous commencez à être en négociation avec une personne intéressée, mettez-le également en alerte sur le fait qu'il faut aussi qu'il aille voir des professionnels, donc son expert comptable, son notaire, mais toujours des professionnels qui soient spécialisés dans le domaine. Et puis ensuite intervient la cession. Alors quand intervient la cession, logiquement, le jour même, il y a transfert de propriété. Alors je ne vais pas faire tout le détail des différentes clauses qui peuvent être mises, les interdictions de concurrence qu'il peut y avoir, pas la possibilité de se réinstaller, les clauses de mise au courant où en fait en tant que cédant, vous allez devoir accompagner pendant un certain délai le repreneur. L'idée n'est pas de rentrer là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. En revanche, en tant que cédant, il y a une question qui va vous intéresser beaucoup, c'est à quel moment je vais toucher mon prix. Et ça, évidemment, ça peut vous intéresser parce que vous avez peut-être des projets, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il y a à payer. Et là, il va y avoir une différence entre céder des droits sociaux, c'est-à-dire des titres d'une société, action ou part sociale, ou céder un fonds de commerce. Si vous cédez des droits sociaux, le prix ne va pas être bloqué parce qu'en fin de compte, les créanciers, les personnes à qui vous seriez susceptible de devoir de l'argent, eh bien, en réalité, c'est à votre société que c'est votre société qui doit l'argent. La société, vous l'avez toujours, enfin, vous l'avez toujours, pardon, je dis une bêtise. C'est vous qui devez l'argent, c'est la société. La société, elle est reprise par le repreneur, il reprend les dettes. Donc, de toute façon, vis-à-vis d'un créancier, il n'y a pas de différence du tout, que ce soit vous derrière la société, que ce soit une autre personne. Pour celui pour le créancier à qui on doit de l'argent, il va toujours aller se retourner vers la société qui existe. Donc, vous allez toucher votre prix tout de suite. En revanche, si vous cédez un fonds de commerce, eh bien là, il va falloir, comme votre preneur ne reprend pas toutes les dettes, ne reprend pas le passif, eh bien le prix va être bloqué pendant un délai qui va varier entre 3 mois et demi et 5 mois et demi d'ailleurs, pas 5 mois et 5 mois et demi, en fonction de différents critères. Je ne vais pas rentrer dans ce détail non plus, mais pendant tout ce délai, en fait, vous n'allez pas pouvoir percevoir votre prix. Donc ça peut aussi être une difficulté pour vous. Ça, il faut aussi s'y préparer. Je vous laisse passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la fiscalité du cédant, donc ça a été évoqué par M. Pragana, ça c'est quelque chose qu'il faut
évidemment anticiper selon est-ce que c'est un départ à la retraite, est-ce que c'est pour reprendre une autre activité derrière. Il y a énormément de cas de figure. Quand on parle de fiscalité du cédant, ça va être notamment l'imposition sur les plus-values qui peuvent exister à la suite de la revente. Là-dessus, inutile de vous faire un cours. Il faut aller voir impérativement votre expert comptable en amont pour qu'il étudie au mieux la situation et qu'il puisse vous conseiller au mieux pour éviter autant que faire se peut une imposition trop élevée. En revanche, il peut y avoir un intérêt aussi à voir la fiscalité du cessionnaire, parce que si vous cédez une entreprise, je dis au hasard au niveau du prix, mais qui vaut 1 million d'euros, derrière, pour celui qui reprend, il y a aussi des frais. Il y a des frais liés au professionnel qui va se charger de la cession, mais il y a aussi une fiscalité. Et la fiscalité peut être plus ou moins lourde. Donc, pour un repreneur, qu'est-ce qu'il va chercher? Comme tout le monde, il va chercher à avoir une activité la plus rentable possible. Ça passe par le fait de payer le moins de frais possible. Et donc, moins on paye de fiscalité, en général, plus on est content. Alors, encore une fois, on va faire un petit comparatif cession de fonds de commerce, cession de droits sociaux. Si vous cédez un fonds de commerce, comment ça se calcule la fiscalité, ce qu'on appelle des droits d'enregistrement? Comment ça se calcule? Eh bien, sur les 23 premiers milliers d'euros, on ne paye pas de taxes, on est content. Et puis ensuite, on paye 3% de taxes pour la tranche qui va entre 23 000 euros et 200 000. Et si le prix est supérieur à 200 000, eh bien au-delà, on a 5% de taxation. Si vous faites le calcul très rapidement, vous vous rendrez compte que sur des prix importants, ça peut vite représenter des sommes également importantes, auxquelles il faut rajouter d'autres frais des bourgs divers, les frais de constitution d'une société, les frais du professionnel qui réalise la cession. Donc, il faut aussi se dire que pour le cessionnaire, ça rajoute des frais importants. Si on cède une société, les parts ou les actions d'une société, là encore, il y a une distinction à faire entre céder des actions. Ça va être par exemple le cas d'une SAS. Quand vous êtes en SAS ou en SASU, eh bien, vous avez des actions. Et quand on cède des actions, la fiscalité est excessivement avantageuse puisque vous avez 0,10% de fiscalité, de droit d'enregistrement sur le prix de cession. Donc, conclusion, vous cédez un fonds qui vaut vous cédez des actions de SAS qui valent 1 million d'euros. Eh bien, vous avez compris que vous allez avoir 1 000 euros de fiscalité contre notre fiscalité à 3 ou 5%, dont on parlait tout à l'heure sur notre million d'euros, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vous cédez des parts sociales, alors les parts sociales, ça va être plutôt une SARL par exemple. Là, vous serez dans des parts sociales. Eh bien, c'est plus proche de la cession de fonds de commerce, mais un petit peu plus avantageux néanmoins. Vous avez aussi un abattement de 23 000 euros, mais cet abattement de 23 000 euros se fait uniquement si vous cédez la totalité des parts de la SARL. Si vous cédez une partie seulement des parts, c'est proratisé au nombre de parts qui sont cédées. Et puis au-delà, vous avez 3% de fiscalité sur le reste du prix. Donc un petit peu plus avantageux aussi que la cession de fonds qui a une fiscalité à 5%. Il faut savoir néanmoins qu'il y a quand même des cas spécifiques avec des abattements ou des exonérations, donc des sommes qui ne sont pas taxées, des avantages fiscaux, ce qu'on appelle des fois des niches fiscales. Et notamment si vous cédez au profit donc d'un salarié, d'un conjoint, d'un partenaire pacsé, d'un parent, grand-parent ou d'un descendant en ligne directe, ou frère ou sœur, eh bien vous avez 500 000 euros d'abattement. C'est-à-dire que ce n'est plus 23 000 euros qui ne sont pas taxés, on passe à 500 000 euros non taxés. Et au-delà, c'est la fiscalité dont je viens de vous parler, ce qui est extrêmement avantageux. Maintenant, comme je l'ai marqué, c'est sous condition, puisqu'il y a des conditions à remplir pour ce faire, mais qui peuvent être remplies relativement facilement néanmoins. Donc c'est important de voir tout ça, et notamment si on cède à un descendant en lui faisant payer un prix ou à un salarié. Je vous laisse passer, je vous remercie. Ensuite, on va aborder rapidement la question de la cession à titre gratuit. Alors, comme il est indiqué dans ce qui est souligné, on a deux types de cession à titre gratuit, celle qui est subie ou celle qui est choisie. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'aime bien avoir le choix, j'aime bien être libre de ce que je fais dans la vie, et je préfère choisir les choses plutôt que de les subir. Eh bien, dites-vous une chose, c'est qu'il arrive aussi parfois que le chef d'entreprise, que le dirigeant puisse décéder avant d'avoir pris sa retraite ou avant d'avoir fait une transmission. Donc, bien évidemment, quand on est en pleine activité, on ne pense pas forcément à ce problème. Néanmoins, le jour où il y a un décès qui survient pendant que la société ou l'entreprise est en cours,
ça peut entraîner de très très lourdes difficultés, puisqu'on n'a pas anticipé la fiscalité qui va se dégager donc du décès, ce qu'on appelle les droits de succession. Certes, il y a une question de fiscalité, mais surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise? Comment ça se passe au niveau de la direction de l'entreprise si le chef d'entreprise vient de décéder, en général de manière un petit peu instantanée? Et donc, comment on fait? Comment la société va-t-elle pouvoir continuer à avancer? Comment on va faire pour qu'elle ne perde pas de sa valeur par rapport à ses descendants? Vont-ils devoir vendre? Y en a-t-il un qui est en mesure de reprendre? Le conjoint travaille-t-il dans l'entreprise? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais surtout, il faut anticiper et il faut prévoir. Et pour ça, effectivement, dans le cadre du notariat, il y a beaucoup de lois et de textes qui nous permettent d'anticiper et de prévoir les différents cas de figure où il y aurait un décès qui interviendrait au niveau du chef d'entreprise. Donc, un conseil, et c'est important, renseignez-vous également sur ça. On sait très bien que ça peut arriver. Et puis, on a surtout l'autre type de transmission à titre gratuit, celle à laquelle on pense quand on a la plupart du temps un enfant, par exemple, qui travaille dans l'entreprise et qui va reprendre l'entreprise, celle qui est choisie, la donation. Je vous laisse passer au slide suivant. Je vous remercie. Alors, la donation, il y a plusieurs questions qui vont se poser. Avant de parler de fiscalité, de vous expliquer les grandes lignes de la fiscalité, la première des choses, c'est aussi de se dire, Monsieur Pragana y a fait référence tout à l'heure, de se dire, voilà, c'est important, aujourd'hui j'ai décidé de donner ma société, de donner mon fonds de commerce, de donner mon entreprise d'une manière générale. Eh bien, la première des choses, ça va être la valorisation. La valorisation pour deux raisons. Tout d'abord, pour la fiscalité, parce que si vous sous-valorisez, eh bien, vous risquez un redressement fiscal, et si vous survalorisez, eh bien, vous allez payer des taxes certainement pour rien. Et ça, personne n'aime le faire non plus. En revanche, il n'y a pas que la fiscalité, et M. Pragana l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le fait que parfois on veut avantager un de ses enfants quand on en a plusieurs, mais ce n'est pas toujours le cas, et tous les enfants ne vont pas forcément reprendre l'entreprise. Donc si on veut donner l'entreprise, et qu'on ne veut pas avantager cet enfant qui reprend par rapport aux autres, il y a aussi tout intérêt à ce que l'entreprise soit valorisée à sa plus juste valeur. Donc c'est également important, mais l'autre question, c'est si on ne donne pas à tous ces enfants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que quand on donne à un seul enfant et qu'on se dit on donnera à un autre plus tard, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être un cadeau empoisonné parce que le problème, c'est que le jour où il y a un décès d'un des parents qui a donné l'entreprise, en fait, on va devoir revaloriser la donation en fonction de ce que l'entreprise est devenue. Et là, ça devient vite très, très compliqué et ça peut générer des gros soucis familiaux. Donc ça, faut l'anticiper parce qu'il y a des solutions pour que ça n'arrive pas. Et là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Au niveau de la fiscalité, je vais vous faire un tour d'horizon extrêmement rapide, sans rentrer dans trop de détails. Comment ça se passe quand vous faites une donation, et notamment une donation d'entreprise? Eh bien, il y a la règle générale. La règle générale, c'est que si vous donnez à un enfant, vous pouvez transmettre jusqu'à 100 000 euros de valeur par enfant sans fiscalité, mais par enfant et par parent. Là, le régime matrimonial, quand on est marié, est important, puisque même si le fonds a toujours été géré par monsieur, par exemple, eh bien, si vous êtes marié en communauté et que le fonds a été créé pendant la communauté, en réalité, madame en est propriétaire pour moitié. Et donc, on pourra transmettre 200 000 euros sans fiscalité à un enfant sur la valeur du bien. Le reste, pour faire très simple, sera taxé à 20%. En réalité, que ce soit pas au dernier moment que je lui dise qu'il a 137,75 €. On vous entend plus, maître. je pense qu'on a coupé mon micro et non pas l'autre micro. Mais c'est pas grave, c'est bon, je suis revenu. Alors, outre ces questions, voilà, on peut aussi transmettre à une autre personne qu'un enfant. La fiscalité ne va pas être du tout la même. Je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, quand on fait la transmission d'une entreprise, il y a aussi des avantages fiscaux spécifiques, aussi des petites niches fiscales. Et ce qu'on appelle le Dutreil, le régime Dutreil, qui va permettre de transmettre une entreprise pour 25% de sa valeur, en étant fiscalisé sur 25% de sa valeur seulement, c'est-à-dire en payant des taxes seulement sur 25%.
derrière, sur la base de ces 25%, vous avez une entreprise qui vaut 1 million d'euros, eh bien, on va être taxé que sur 250 000. Et derrière, on a encore les 100 000 qui ne seront pas taxés, dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait qu'à la fin, on va payer des taxes uniquement sur 150 000 euros dans l'exemple que je viens de donner. Donc, il y a cet avantage du régime Dutreil qui peut être extrêmement avantageux. Et puis, sous certaines conditions, quand on donne avant l'âge de 70 ans la totalité de l'entreprise, en plus, sur les taxes qu'on est censé payer, eh bien, il y a une réduction de 50%. À la fin, vous êtes censé payer 20 000 euros de taxes pour votre donation, vous n'en paierez plus que 10 000. Donc, aussi d'autres systèmes avantageux. Et encore une fois, si vous transmettez à un salarié, alors c'est également vrai pour un descendant, un ascendant, pour un partenaire pacsé, pour un conjoint, frère ou sœur, eh bien, là aussi, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'un abattement complémentaire pour permettre une transmission de l'entreprise facilitée de 500 000 euros. Conclusion, il faut aussi se renseigner si c'est ce qui est prévu, parce qu'il y a différents systèmes avec des possibilités de transmettre à moindre coût, mais pour ça, il faut aussi anticiper. Je vous laisse passer au slide suivant. Alors, très rapidement, voilà, ça a été évoqué tout à l'heure, se pose aussi à un moment la question de l'immobilier d'entreprise. Quand on exerce son activité, donc on peut être locataire du local ou en tout cas du lieu sur lequel on exerce. On peut aussi en avoir fait l'acquisition. Là je le dis très rapidement parce que ce n'est pas le sujet, on est sur la transmission, la cession de l'entreprise, mais quand vous pensez à faire l'acquisition de votre immobilier d'entreprise, c'est la même chose. Anticiper, anticiper, anticiper. Il y a différentes manières d'acheter. Vous exercez votre entreprise en SARL, par exemple. Eh bien, vous pouvez l'acheter en direct, monsieur et madame. Vous pouvez l'acheter par la SARL. Vous pouvez constituer une SCI. Vous pouvez faire des montages plus intéressants que ça. En tout cas, il y a des mauvaises solutions. Dans ce que j'ai évoqué, il y a des mauvaises solutions. Volontairement, je les évoquais. Mais il y a aussi des bonnes solutions, voire d'excellentes solutions fiscale, à tout niveau, pour le prêt, bref. Donc ça, renseignez-vous, anticipez. Et puis, se pose la question également au moment de la cession de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire de l'immobilier? Est-ce que vous allez le garder? Donc, pour avoir des revenus complémentaires, ça sera évoqué, j'imagine, après au niveau de la retraite. Mais est-ce que vous voulez le vendre? Et puis, des fois, vous n'avez pas vraiment le choix non plus, puisque quand vous avez un repreneur, le repreneur souhaite absolument reprendre les murs. Il n'a pas envie d'être locataire. Donc, il faut aussi se poser la question, parce que derrière, il peut y avoir des questions de fiscalité, des questions de plus-value, des questions d'opportunités d'investissement, la valorisation également de votre immobilier d'entreprise. Selon la façon dont elle a été détenue, il y a des conséquences fiscales. Donc, tout ça, il faut l'anticiper une fois encore. Vous pouvez passer au dernier slide. Et puis juste quelques points de vigilance, quelques petits dangers auxquels on ne pense pas forcément toujours, que ce soit en cours de vie de la société ou que ce soit pour la cession. Une chose qu'on peut parfaitement oublier parfois quand on est locataire, pensez à bien renouveler votre bail commercial. Vous avez la plupart du temps des baux de 9 ans, ce qu'on appelle des 3-6-9, ce qui vous permet en tant que locataire de donner congé tous les 3 ans. Mais il faut faire attention parce que contrairement à d'autres types de baux, au bout de 9 ans, le bail n'est pas renouvelé automatiquement. Et il faut faire un acte de renouvellement de bail commercial pour repartir sur 9 ans. Car si vous ne faites pas votre renouvellement, eh bien, il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, votre propriétaire peut vous demander ce qu'on appelle un déplafonnement des loyers, c'est-à-dire de dire, eh bien, si votre loyer, le loyer que vous payez, est en dessous d'un loyer réel actuel, la vraie valeur locative, eh bien, il peut demander à passer à une valeur supérieure si on n'a pas fait le renouvellement du bail. Donc ça, c'est un danger, il faut y faire attention. Également attention à la reprise du bail, et notamment en région parisienne, sur Paris ou la Petite Couronne, parce que c'est vrai que l'immobilier coûte très cher et aujourd'hui, il peut y avoir facilement un propriétaire qui va avoir tendance à vouloir récupérer son local pour pouvoir le vendre à un promoteur ou autre. C'est des choses qui peuvent se voir, qui se voient déjà. Et donc, il faut faire aussi attention aux conditions de reprise du bail, ce qu'on appelle l'éviction. L'éviction, c'est-à-dire qu'on va, dans les conditions prévues par la loi, à l'expiration de votre bail, donc au bout de 9 ans, ou après, si ça n'a pas été renouvelé à n'importe quel moment, pouvoir vous mettre à la porte en vous payant une indemnité. Mais là, qu'est-ce que vous faites au niveau de la gestion de votre entreprise? Donc ça aussi, il faut l'anticiper, il faut faire attention.
Et là, très spécifiquement, cession d'entreprise, que ce soit dans le cadre de la cession à titre gratuit avec une donation ou avec un décès, mais également si vous vendez la société, faites attention et anticipez avec votre expert comptable ou avec votre notaire la question des comptes courants d'associés qu'il peut y avoir dans la société qui exerce. Les comptes courants d'associés, je rappelle, c'est quand la société vous doit à vous personnellement de l'argent, que vous avez avancé de l'argent dans le cadre de la société. Et ça, des fois, il y a des montants très importants. Il faut savoir que quand vous avez des comptes courants d'associés, s'il y a un décès, eh bien, ces comptes courants sont taxés au titre des droits de succession. Si vous avez 100 000 euros de compte courant d'associés dans votre société, vous risquez de payer 20 000 euros de taxes, sachant que si vous avez 100 000 euros de compte courant d'associés dans votre société, ça ne veut pas dire que la société possède 100 000 euros de trésorerie pour vous les payer. Donc là aussi, ça peut être dangereux. Il faut se renseigner, il faut anticiper. Et puis, dernier point, aussi se dire que si vous arrêtez votre activité tout simplement, vous n'avez pas de repreneur, pouvez-vous ou non éventuellement céder votre droit au bail si vous étiez locataire? De la même manière, ça s'anticipe parce que si vous avez eu la possibilité de le faire, derrière, vous pouvez obtenir aussi un prix pour avoir cédé votre droit au bail. On peut passer au slide suivant. Donc, je pense que vous avez bien compris que chaque cas est unique et donc qu'il est important d'anticiper une fois encore et de s'entourer de professionnels qualifiés. Et donc, le slide suivant doit dire merci à tous. J'ai dit. Bonne fin de journée. Et je vais pouvoir passer la parole aux personnes suivantes. Merci, Maître Carcel. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. C'est fait pour. Je propose qu'on prenne tout de suite la suite et qu'on concentre On les passe sur la questions à la fin retraite. s'il y en a, puisqu'il y a encore des sujets qui n'ont pas été évoqués et nos adhérents pourront rebondir dessus. Alors, je laisse Loïc de IRP Auto prendre la main. Alors, juste avant de laisser la parole à Loïc, donc, je me présente Denis Saint-Martin, responsable du service constitution Alliance professionnelle Agir Carco à IRP Auto. Qu'est-ce que l'Alliance professionnelle? C'est un regroupement de caisses, un GIE de moyens qui regroupe donc IRP Auto, ProBTP, Lourmel, P2V, Agrica et Audience. Donc, on travaille sur une mutualisation où chaque caisse peut traiter les dossiers retraite des autres caisses. Vous dire que les équipes, le siège social d'IRP est à Paris, les équipes retraite sont à Angoulême, avec deux périmètres, le périmètre entreprise et le périmètre individu. Nous sommes avec Loïc sur le périmètre individu, donc on est chargé d'accompagner les particuliers à l'engagement de leur dossier retraite pour aller jusqu'au paiement provisoire. Et nous avons aussi dans nos missions une agence conseil retraite située à Angoulême et nous faisons de l'accompagnement personnalisé par le biais aussi d'entretiens téléphoniques. C'est une présentation qu'on a l'habitude de dérouler sur un temps un peu plus long. Donc là, on se permettra juste de présenter la philosophie de l'engagement de ces dossiers retraite et de faire un focus plus particulièrement sur l'impact de la réforme. On sait que c'est une étape importante de la vie, la préparation de la retraite. Et comme le disaient nos prédécesseurs, toutes les situations sont particulières. Et donc, pour ne pas rentrer dans les détails, vous trouverez nos coordonnées pour revenir vers nous au besoin et pour qu'on puisse faire un accompagnement personnalisé et entrer dans le détail de vos situations. Voilà. Je laisse la parole à Loïc. Bonjour à tous, je suis Loïc Prévost, gestionnaire retraite à Alliance professionnelle Agir Carco au sein d'IRP Auto. Et je vais vous faire la présentation du coup de les retraites de base et complémentaires. Donc, je vais partager le diaporama. C'est bon, on voit. Parfait, merci. Alors, pour rappel, notre système de retraite comprend donc les retraites de base et les retraites complémentaires. Notre système de retraite, le financement des retraites est financé par les salariés du secteur privé. Donc, les cotisations versées chaque année par les actifs et les entreprises sont immédiatement utilisées pour financer les pensions des retraités. En contrepartie, les salariés s'ouvrent des droits à une pension de retraite. Il y a eu la réforme donc, des retraites qui a été promulguée le 15 avril 2023. Donc, les principales mesures sont le recul de l'âge légal de départ,
l'accélération de l'augmentation de la durée d'assurance, la revalorisation de la retraite minimale. Donc, il y a eu des aménagements pour le dispositif des carrières longues, un assouplissement pour le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. Il y a également la prise en compte des surcotes pour les mères de famille. Donc, les régimes spéciaux ont été fermés et la prise en compte de la pénibilité. Donc, le calcul de la retraite de base, vous avez en fait le salaire annuel moyen, on multiplie par le taux et on le multiplie par le nombre de trimestres au régime général et on le divise par la durée d'assurance. Donc, la réforme de l'âge de départ à la retraite, c'est un recul de l'âge de départ progressif de 62 à 64 ans pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967. Donc, par contre, l'âge de retraite complète sans condition d'assurance n'a pas changé, il est toujours à 67 ans. Alors, donc, l'âge de départ à la retraite à taux plein dépend donc de votre année de naissance. Il a été relevé à 64 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 68 et du nombre de trimestres acquis auprès du régime de base. Donc, il y a une augmentation progressive jusqu'à 43 ans. Donc, en fait, il y a 3 mois de décalage par génération à partir des personnes nées à partir du 1er septembre 61. Pour les retraites anticipées carrière longue, il y a eu des aménagements. Auparavant, il y avait l'âge de 16 ans et de 20 ans, c'était le nombre de trimestres qui était pris en compte lors de ces années. Donc, il y a eu maintenant différents seuils qui ont été rajoutés. Il y a eu donc le seuil de 18 ans et de 20 ans et de 21 ans. Donc, par contre, il n'y a pas de changement. Il faut 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année des 16, 18, 20 ou 21 ans, ou 4 trimestres si vous êtes né le 4e trimestre de l'année civile. Il y a par contre la prise en compte du cumul emploi-retraite. Auparavant, le cumul emploi-retraite ne donnait pas droit à d'autres versements de pension. Par contre, avec cette nouvelle réforme, vous avez le droit, vous cumulez des nouveaux droits. Si vous restez chez le même employeur, il y a un délai de carence de 6 mois pour la prise en compte des cotisations et ça vous donnera droit à une deuxième liquidation de pension de retraite. Donc, pour rappel, le régime Agirc-Arrco est un régime piloté géré par les partenaires sociaux. Ils négocient les accords, fixent les orientations, définissent les mesures pour assurer l'équilibre financier de la retraite complémentaire. C'est un régime remplissant une mission d'intérêt général. Sa gestion et sa gouvernance s'opèrent dans le respect de principes généraux de transparence et d'efficacité du service rendu. C'est un régime par répartition. Les cotisations versées par les salariés et les employeurs permettent de verser immédiatement les retraites aux retraités actuels. La répartition instaure un principe de solidarité entre les générations successives et entre les différents secteurs d'activité. C'est un système par points. Donc, chaque année, les cotisations sont transformées en points retraite qui alimentent un compte ouvert au nom de chaque salarié. Les salariés se constituent ainsi des droits futurs à la retraite. Pour connaître le montant de sa retraite, il suffit de multiplier son nombre de points par la valeur de ce point fixé tous les ans. Et à l'heure actuelle, il est de 1,4159. Donc, les pensions de retraite des salariés comprennent le régime de base, donc la CARSAT, ou pour l'Île-de-France, la CNAV. Et la retraite complémentaire, donc IRP Auto est le partenaire désigné par la Convention collective nationale des services de l'automobile en matière de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés de la branche. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu fusion donc, de l'Agirc et de l'Arco, sous la bannière Agirc-Arrco. Donc, vous avez à disponibilité, pour vous préparer à la retraite, un simulateur en ligne.
Vous pouvez le retrouver sur votre espace personnel, donc Agir Carco. Vous pourrez vérifier la qualité de votre carrière, voir s'il y a des manquements ou s'il y a des périodes donc incomplètes. Il y a également l'envoi à partir de 35 ans et tous les 5 ans d'un relevé de situation individuelle. Vous retrouvez dessus votre nombre de trimestres, le nombre total de vos points Agir Carco. Et à l'heure actuelle, nous sommes sur les gens qui sont nés en 74, 79 et 1984. À partir de 55 ans, vous recevez également une estimation indicative globale. Donc, vous retrouvez donc 3 âges de départ avec un estimatif. Nous vous proposons également un entretien information retraite à partir de 45 ans qui est assuré par un conseiller. C'est un entretien téléphonique. Nous pouvons faire le point donc, sur la situation, vous exposer différentes dates de départ. Et nous pouvons aller jusqu'à la simulation aussi du montant de votre retraite si besoin. C'est ça. Donc, vous pouvez nous demander un rendez-vous. Vous avez l'adresse mail donc, qui est notée. Alors, pour rappel, pour demander sa retraite, ce n'est pas automatique, ce sont des droits acquérables et il faut s'y prendre donc 4 à 6 mois à l'avance. Donc, pour en faire la demande, vous pouvez vous connecter sur votre espace Internet, donc IRP Auto, et vous avez un onglet, donc Demander votre retraite, et vous avez juste à suivre les indications. Merci pour votre attention. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, sinon, on va passer à Charlotte. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, je vais vous partager ma présentation. Hop, et hop. Et je regarde l'heure comme ça. Tac. Alors, c'est bon, on voit bien votre écran. Bon, bah parfait. Et ben bonjour à tous. Donc, je me présente Charlotte Brice. Donc, moi, je travaille pour le groupe AG2R La Mondiale. Ça fait 11 ans que je fais ce métier et j'ai deux casquettes. J'ai la première de conseillère commerciale et la deuxième, en fait, de référente retraite individuelle et collective sur l'Île-de-France. Donc, l'Île-de-France, c'est grand à aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va voir, nous, on va être focalisé au titre des régimes supplémentaires. Donc, il y a eu des questions sur lesquelles vous avez répondu sur comment optimiser mes régimes, comment faire. Donc, on va y répondre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du détail. C'est vous donner les grandes lignes et effectivement, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que, et je vais dans le sens de ce qu'ont pu dire l'ensemble de mes collègues présents, en fait, on va dire aujourd'hui, en tout cas de ceux qui ont pu présenter, c'est que tout s'anticipe. Vous verrez, c'est, je pense, le fil rouge vraiment de cette présentation, en fait, finalement. Alors, dans l'idée, hop, page suivante. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en fait, dans la présentation, ce qu'on va faire, et on va avoir plusieurs sujets, la mondiale, AG2R La Mondiale, qui sommes-nous très courtement, les retraites supplémentaires, les solutions que vous avez à votre disposition en période de constitution, donc on anticipe, et en période de restitution. Alors, AG2R La Mondiale, qui on est? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. En fait, on est deux entités. Il y a AG2R et il y a La Mondiale. AG2R, c'est un groupe, en fait, du coup, qui existe depuis grosso modo l'après-guerre et qui est lié, en fait, sur un régime paritaire et qui gère des conventions collectives. Donc, on en a 110 aujourd'hui en France et on a effectivement La Mondiale, le groupe sur lequel, en fait, moi, je dépends plus particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est une mutuelle qui existe depuis 1905 et qui, effectivement, du coup, propose des solutions, que ce soit sur AG2R comme La Mondiale, d'optimisation au titre de la prévoyance, au titre de la mutuelle, au titre des retraites supplémentaires, que vous soyez en fait sur de l'individuel, donc vous, personnes physiques, ou sur du collectif pour les salariés ou l'ensemble des personnes. Et également vocation de conseil et d'accompagnement sur la transmission du patrimoine au titre de l'assurance vie et de l'épargne, par exemple. Donc aujourd'hui, ça représente quoi? C'est une entreprise sur 4 qui est adhérente chez AG2R La Mondiale. Alors là-dessus, aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. D'où toujours le sujet de l'anticipation. Quelques questions à se poser pour vous quand on parle retraite. Déjà, la première des choses qui est importante, et comme a pu dire juste avant, en fait, l'IRP Auto, c'est quoi? L'idée, c'est que vous ayez déjà une première visibilité de vos droits futurs à la retraite, avant de penser à une stratégie de fin de carrière.
Pourquoi? Parce que la stratégie, évidemment, elle s'anticipe et elle permet aussi, pourquoi d'anticiper, mais surtout d'anticiper la compensation en fait, des régimes obligatoires. Vous n'êtes pas sans savoir, comme on vous l'a présenté, c'est qu'il y a une baisse des régimes obligatoires. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouveauté. Depuis, plus ça va, plus les réformes des retraites s'accélèrent. Et l'idée, effectivement, aujourd'hui, les questions à se poser, c'est déjà, c'est quand je souhaite cesser mon activité. Ça, ce ne sont pas des questions qu'on se pose généralement quand on a 62 ans. Il faut vraiment, du coup, pouvoir y réfléchir auparavant. De se dire effectivement combien je souhaite percevoir au moment de ma retraite, de manière générale, parce que vous allez voir que tout est lié. Et effectivement, en dessous de quel niveau je ne souhaite pas baisser ma retraite. Quand on est dirigeant d'entreprise, quand on a son entreprise, la chance qu'on a, c'est qu'on peut effectivement bénéficier de certains frais sur l'entreprise qu'on n'a pas au moment de la vente de l'entreprise, en tout cas qu'on n'a plus. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une bonne visibilité sur tous ces éléments-là. Alors, attendez, je passe sur la page d'après, que je n'arrive pas. Ok, c'est bon. Alors, quoi faire? Aujourd'hui, pour faire assez simple, parce que la présentation est assez courte, on pourrait en parler pendant des heures en fait de toutes ces solutions-là, évidemment. Là, il existe depuis fin 2019, début 2020, ce qu'on appelle le PER, qui a été créé par l'État. Le PER, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de pouvoir avoir en fait un outil universel. On va dire grosso modo, c'est comme si vous aviez en fait une voiture tout au long de votre vie, dans laquelle justement vous allez pouvoir ajouter des sacs dedans petit à petit et la garder tout au long de votre carrière. Pour faire assez simple, dans l'idée, c'était quoi? Quand l'État en fait a mis en place ce nouveau dispositif, c'est exactement comme disaient tout à l'heure en fait du coup les collègues d'IRP Auto, c'est le régime de base. Oui, c'est à chiffrer au niveau des retraites obligatoires, les régimes complémentaires, et nous, on intervient sur les régimes supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir un véhicule commun. On peut retracer toutes les fiscalités possibles qui existent. Quand je suis individuel, les anciens PERP, les Madelins, ça va peut-être vous parler. Et effectivement, tout ce qui va être du collectif, les articles 83, les PERCO, les PE. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, concrètement, c'est aujourd'hui, si ces dispositifs ont été créés, ce n'est pas par hasard, c'est surtout pour permettre aux Français de mieux piloter leur retraite et de les responsabiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là-dessus, dans ces fonctionnements-là, il y a plusieurs je dirais, analyses à avoir, notamment comment arbitrer finalement les situations, quoi faire en fait au mieux. Chaque fois quand j'appuie. Dans les solutions, on va retrouver, je vais vous les faire apparaître directement, on a des anciens contrats qui existent. Alors, en fonction des générations, en fonction de à quelle date vous avez repris l'activité, est-ce que c'était justement une reprise d'entreprise que vous avez, etc. Il peut y avoir des anciens dispositifs qui ne sont plus du tout commercialisés, que vous avez potentiellement pu garder. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, on a besoin d'un spécialiste et d'un accompagnement parce qu'on ne peut pas maîtriser tout ça. C'est évidemment, nous, le cœur de notre métier. Et derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, vous connaissez souvent les indemnités de fin de carrière. Donc ça, c'est quand j'arrive en bout de ligne. Mais effectivement, aujourd'hui, en fonction du statut social que j'ai le droit d'en bénéficier et parfois, je n'ai pas le droit. Donc, à faire attention. On a effectivement les anciens dispositifs, donc par rapport aux années, aux générations que vous avez, qui peuvent être aussi intéressants de conserver ou en tout cas de regarder de plus près, voire peut-être de pouvoir en fait les basculer. Et c'est ce qu'on voit justement sur la partie droite, sur la partie loi PAC, les nouveaux dispositifs de loi PER. Et il existe en fait aussi des dispositifs qui sont assez peu connus qu'on a tendance à pouvoir proposer pour organiser la retraite du dirigeant d'entreprise, notamment les fiscalités en assurance vie, mais à des vocations en fait de retraite et payées par l'entreprise. Donc toutes ces solutions-là, on est vraiment sur des solutions qui existent déjà depuis toujours et qui effectivement en fait aujourd'hui ont été améliorées. Concrètement, c'est ça. Et donc maintenant, dans l'amélioration, vers quoi justement tendre? Aujourd'hui, c'est sans faire des spécialistes pour vous au niveau des solutions. Il existe les contrats collectifs. Si je suis salarié, par exemple, j'ai un statut de mandataire social président, je suis salarié cadre, et si je veux, je peux avoir ce qu'on appelle un article 83 dit les PERO à aujourd'hui, en fait, payé par l'entreprise. J'ai effectivement des avantages, c'est-à-dire que ça peut être déductible de mon résultat imposable et donc, de facto, baisser l'impôt société. Il y a des avantages en fait dans ces solutions-là. Il y a des points de vigilance à avoir, notamment lesquels c'est des solutions qui sont collégiales. Comme vous connaissez, comme les mutuelles, je propose à un salarié cadre, je propose à l'ensemble des salariés. Le point de vigilance surtout sur lequel je tiens quand même à noter, c'est qu'aujourd'hui, on reste en France et l'ensemble des niches fiscales qui existent sont effectivement limitées, ne sont pas cumulatives les unes des autres. Donc, ce qui est à faire attention, surtout là-dedans, et ce qui est à noter, c'est pas connaître par cœur les solutions, c'est je peux avoir des dispositifs que j'ai souscrits à force de ma carrière, et au bout d'un moment, c'est finalement, en fait, tout ce que j'ai pu souscrire peut me mettre en risque de dépassements fiscaux.
Ça, c'est aujourd'hui l'analyse qu'il faut avoir sur les dossiers, et notamment avoir des études personnalisées pour voir surtout pourquoi je fais ça et quel est mon objectif à terme. Il faut donner du sens à ce que vous faites. Et c'est là où justement on peut se dire, bah, à partir de là, qu'est-ce qui est plus intéressant ou pas? Il n'y a pas une solution plus intéressante qu'une autre, c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi je le fais. Là-dedans, on a aussi ce qu'on appelle en fait les PE, les PERCO, les PERECO. L'idée là-dedans, c'est que c'est des solutions qui vous permettent, à partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'au moins un salarié, vous, en tant que, par exemple, mandataire social ou en tant que gérant majoritaire, bénéficier de solutions dont vous n'auriez pas accès. Il existe différents dispositifs. Ça permet également aussi, pour la parenthèse, de pouvoir avoir des leviers sociaux et de pouvoir fidéliser également, en fait, que ce soit l'embauche ou évidemment éviter de lutter contre l'absentéisme, par exemple, en fait. Donc, des solutions qui sont faites pour vous, dirigeants, pour les salariés aussi, et effectivement, pour pouvoir garder la valeur de l'entreprise à terme. Et tout est lié justement par rapport à ça. Dans ces dispositifs-là, ce qui existe, et c'est pour faire assez court, surtout pour vous rendre compte, c'est sur ce que vous voyez en bas à droite, important, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est toujours entre ce que je verse, ce que ça coûte, qu'est-ce que ça me rapporte réellement? Le chiffre est assez simple, c'est que même si j'ai des solutions qui sont déductibles de mon impôt société, bah, c'est bien de mettre des chiffres aussi concrètement. Quand je verse 1 000 € de prime, c'est l'exemple du tableau en bas à droite, 1 000 € de prime, ça me permet, donc par exemple, en fait, en tout cas ça me permet, en tant que prime salariée, ça va coûter plus cher, donc c'est-à-dire que quand je verse 1 000 €, ça me coûte réellement avec les charges patronales 1 500 €. Et en net, vraiment, après avoir payé mon prélèvement à la source et mes charges salariales, parce qu'évidemment, c'est deux choses différentes entre les charges patronales et salariales, je me retrouve avec 691 € quand je perçois une prime ou un sursalaire, par exemple. Si toutefois demain j'ai les dispositifs, par exemple, d'abondement, d'intéressement, d'épargne salariale, ça me permet effectivement, quand j'ai 1000, bah déjà j'ai 1000 qui sont pas du tout chargés socialement. Donc aucune charge sociale. Je n'ai pas à payer d'impôt sur le revenu dessus puisque c'est exonéré. Et ce qui veut dire, c'est qu'à aujourd'hui, je me retrouve en fait à avoir un pouvoir d'achat réel qui est plus important dans le cadre de ces dispositifs-là. Souvent, c'est ça qui nous manque pour pouvoir matcher entre est-ce que je donne une prime ou est-ce que je peux faire bénéficier, du coup, est-ce que je me fais bénéficier de ce genre d'avantage. Ici, je vous le mets pour faire assez simple. On a effectivement les solutions de plan d'épargne retraite individuelle et la retraite en assurance vie pour ceux qui seraient TNS, travailleurs non salariés. Un statut qui est assez fort, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le PER, quand il a été créé, c'est évidemment, quand je vous parlais d'avoir un véhicule unique, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la transmission d'entreprise, on a cette question de je suis aujourd'hui en SARL, gérant majoritaire. Demain, est-ce que ça vaut le coup de passer sur une forme juridique en SAS, en SASU ou quel qu'en soit, pour faciliter que ce soit des actes de donation, pour faciliter tout ce qui peut exister, tout ce qu'on dit précédemment, je dirais le notaire et expert comptable. Ces solutions-là aussi que vous mettez en place doivent être agiles dans le temps. C'est ça qui est important et ça, c'est tout à fait possible, le fait de pouvoir avoir des actes de transférabilité. Aujourd'hui, les solutions en tant qu'indépendant, travailleur indépendant, il existe des solutions qui ne sont pas du tout imposables à l'impôt sur le revenu et des solutions qui sont imposables à l'impôt sur le revenu. Des solutions qui sont bloquées, comme là on a à gauche, et des solutions qui sont disponibles à tout moment si, effectivement, je ne cotise pas au chômage, si je n'ai pas d'indemnité de fin de carrière. C'est des axes, justement, d'amélioration. Ces axes d'amélioration, vous l'avez compris, ils s'organisent évidemment, en fait, pas 2 ans avant la retraite, pas 5 ans avant la retraite, mais bien avant, pour qu'il puisse y avoir évidemment rentabilité dedans. Les solutions concrètement, pour vous les montrer, en fait, ce qui existe à ce jour, on a, attendez, j'arrive pas à faire apparaître, ben voilà. En fait, on a la solution PERI qui est celle individuelle, la solution PO qui est sur du collectif pour l'ensemble des salariés, pour vous, travailleurs indépendants, mais sous un format salarié, qui sont effectivement exonérés de droits de succession. Donc, on est aussi en lien avec ces optimisations, qu'elles soient patrimoniales, matrimoniales également, en fait. On joue aussi là-dessus. Et effectivement, des solutions qui sont collectives par rapport au PERCOL. On a aujourd'hui des compartiments de versement. L'idée, c'est simplement que vous puissiez savoir, c'est que tout est transférable et on a des intérêts à transférer ces solutions-là. Des intérêts, justement, qui soient fiscaux, patrimoniaux ou matrimoniaux. C'est ça qu'on vous présente ici, c'est que tous ces compartiments qui sont, vous voyez, où c'est écrit pareil, C1, C2, C3, ce sont des tiroirs dans lesquels vous versez de l'argent qui peuvent être effectivement déplacés d'une solution à une autre.
L'idée, c'est qu'à terme, vous ayez simplement une solution universelle qui est celle de gauche, le plan d'épargne retraite individuelle, qui était une vraie solution d'optimisation personnelle qu'on peut avoir sur l'entreprise. Ce que je voulais vous montrer effectivement pour finir, j'essaie de faire le plus efficace possible et de vous donner le moins d'informations pour vous donner finalement le plus envie de pouvoir réussir à analyser votre étude personnelle également, parce que chacun, en fonction de ses âges et en fonction de sa situation d'entreprise, son statut social, SARL, SAS peut faire des choses différentes. Aujourd'hui, un schéma très simple qui va vous montrer comment on anticipe tout ça. J'ai ma vie d'activité, la gauche. J'ai ma période de pré-retraite. Donc, je rejoins effectivement avec la réforme des retraites qui s'est passée. La durée d'allongement de travail a été actée. Donc, on peut passer de 62 à 64 ans, par exemple. Et souvent, il existe des situations de se dire, aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler. On m'a rallongé ma durée du coup d'âge légal. J'ai pas envie d'aller au-delà, j'ai envie d'arrêter. Qu'est-ce que je fais? J'anticipe la vente de mon entreprise, justement. Je travaille en interprofessionnalité avec justement mes conseils, notaires, experts comptables, et je fais mes estimations de droit à retraite auprès de l'IRP Auto. Et derrière, comment je peux faire et justement par la suite. J'ai mon revenu d'activité. Je perçois effectivement, j'optimise par les régimes supplémentaires, vous l'avez compris, les contrats de retraite individuels payés par l'entreprise, ou collectifs également. J'ai un gain fiscal, oui, de l'impôt société, que j'ai pendant la période de constitution. Ce gain fiscal-là peut me permettre de pouvoir financer d'autres solutions, notamment d'assurance vie. Là, on est effectivement dans l'organisation fiscale et sociale. Derrière, dans la période entre mes 60 ans, si j'en ai marre de travailler jusqu'à mes 64 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de dispositifs. Je peux avoir un revenu minimum pour valider mes 4 trimestres. Je peux effectivement cotiser à l'assurance vieillesse volontaire. Je peux avoir différents dispositifs là-dessus. Je vis sur l'assurance vie qui m'a permis, que j'ai placé tout au long de ma carrière. Je peux vivre dessus et toucher du capital avec des fiscalités intéressantes. Et au moment où je suis à la retraite, à 100%, je tire vraiment le rideau et je ne travaille plus du tout dans tous les cas. Je liquide tous mes régimes obligatoires, je les perçois. Je perçois que ce soit des rentes, du capital fractionné, ce que vous voulez, et ça s'étudie vraiment quand vous partez à la retraite, d'où l'intérêt d'être bien conseillé pour ne pas faire n'importe quoi. Je perçois justement en fait l'argent que j'ai placé tout au long de ma vie dans ces solutions de retraite. Et derrière, justement, je vis sur quoi? Le capital de la vente de l'entreprise, donc on en revient. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le place pour le remettre dans l'immobilier? Est-ce que je le place effectivement et j'en tire des revenus parce que j'en aurai besoin pour entretenir mon patrimoine immobilier? Et effectivement, les revenus locatifs qu'on a pu voir tout à l'heure sur comment je m'organise. Est-ce que j'ai mon bien pro ou des biens perso? Je perçois des revenus fonciers. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, la situation, elle est globale à regarder, à étudier. Et pour en arriver là, dans cette situation de retraite ou même de pré-retraite, il faut se laisser le choix. Et je rejoins ce qu'a pu dire notre notaire tout à l'heure, c'est qu'il ne vaut mieux ne pas subir et choisir. Et pour ça, pour se donner la chance de pouvoir faire ça, ça s'étudier en avant. Il faut prendre le temps pour soi et étudier tous les paramètres possibles. Comme ça, le jour où vous décidez de transmettre, où les questions se posent, vous aurez différentes fenêtres, différentes portes du coup d'issue de secours, dirons-nous, à choisir pour optimiser au mieux que ce soit votre fiscalité personnelle, professionnelle, et de répondre justement à vos objectifs à terme. Je ne vous embête pas plus, j'en ai fini ici. S'il y a des questions, écoutez, n'hésitez pas. Je départage. J'espère que ça a été clair. Merci Désolée si j'étais un beaucoup. peu vite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, de toute manière, je communiquerai les contacts de nos intervenants par email. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des questions. Et je pense qu'on va finir ce webinaire. Nous Merci. excusons aussi Oui. pour le retard pris. Merci Charlotte d'avoir raccourci au maximum votre intervention. Ce sont des sujets qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, assez personnels. Donc on a pu, je pense, au travers de vos différentes remontées, recentrer la présentation sur vos différents intérêts. Et après, on laisse bien évidemment nos experts
à votre disposition et Mélanie va donc communiquer, en plus du PowerPoint, les coordonnées de chacun. On ne vous garde pas plus puisqu'on a déjà abusé. On vous remercie tous et restez en contact avec Mobiliance. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à au revoir. tous. Bonne journée.